La présentation des intervenants a été faite rapidement, mais peut-être chacun se représentera au moment de la prise de parole. Donc, cette table ronde est intitulée « Université autonome en lien avec les collectivités territoriales ». C'est évidemment un sujet important, puisque depuis maintenant quelques années, le schéma directeur de l'enseignement supérieur et de l'innovation en lien avec les régions donne aux régions certaines compétences pour l'enseignement supérieur et la recherche. Alors ces compétences et leur importance, on va le voir, sont dans les différents, je dirais, domaines de ce qui intéresse les universités, à savoir la formation, la recherche, la partie immobilière, notamment à travers le CPER, mais pas que. Et puis, bien sûr, l'intégration avec l'environnement du monde socio-économique et puis la société. Et on va voir dans les discussions que le rôle de l'université au sein des régions est évidemment extrêmement structurant et important pour elles. Alors, il y a peut-être un point qui a été discuté d'ailleurs dans une des sessions préalables, qui est aussi l'impact en fait des nouveaux territoires et des nouvelles régions. C'est-à-dire qu'en région, souvent, l'université était je dirais, il y avait une université et quelques instituts d'enseignement supérieur et de recherche qui étaient au centre de la région. La redéfinition des périmètres conduit souvent à ce qu'il y ait plusieurs universités désormais au sein des régions, ce qui peut modifier aussi en fait le lien entre les régions et les universités. Ça serait intéressant qu'on puisse en parler ici. Donc je vais passer en premier la parole à Gérard Blanchard, qui a combiné la double fonction d'être un ancien président de l'université de La Rochelle et d'être maintenant au niveau de la région responsable du territoire. Et puis, on finira par une université. Et après Gérard Blanchard, M. Baudot et Mathieu Gallo. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci. Alors moi, on m'a demandé de m'exprimer sur les politiques territoriales en matière d'enseignement supérieur et de recherche, en lien aussi avec l'autonomie des universités. Alors, je reprendrai juste un point qui a été dit, qui a été prononcé ce matin par plusieurs d'entre vous, c'est que l'autonomie des universités, c'est d'abord développer sa capacité stratégique. C'est clair que le passage à l'autonomie des universités, ça a modifié un petit peu, me semble-t-il, et assez fortement d'ailleurs, la relation des universités aux collectivités territoriales. Alors, je parlerai plus particulièrement des régions, évidemment, compte tenu de ma fonction aujourd'hui, puisque les universités, dans le cadre de leur autonomie, sont amenés à définir leur propre stratégie. Voilà. Et sont un acteur évidemment national, international, mais c'est aussi un acteur du territoire et du développement territorial. Et donc je pense que ça, déjà, ça change beaucoup la relation aux collectivités. Et j'aimerais aussi, avant peut-être de développer la façon dont nous on s'organise et comment on fonctionne avec nos établissements d'enseignement supérieur, rappeler plusieurs choses. Alors moi, je suis dans une région où il y a eu une modification du périmètre, puisque la région Nouvelle-Aquitaine est le résultat de la fusion de 3 régions. La région Aquitaine, qui avait une tradition extrêmement forte d'implication dans l'enseignement supérieur et la recherche, dans l'innovation. Hein, c'est une région qui basait sa mission fondamentale de développement économique sur l'innovation, donc prenait appui sur la recherche et l'enseignement supérieur, avec les régions Limousin et la région Poitou-Charentes. Voilà, alors Limousin était pas mal aussi impliqué sur la partie enseignement supérieur recherche, c'est peut-être un petit peu moins vrai sur la région Poitou-Charentes. Ce qui fait qu'il y a eu cette difficulté d'harmoniser déjà les politiques que nous mettions en place. Et puis on se retrouve aujourd'hui quand même avec un ensemble de 6 universités, dont une grosse université, l'université de Bordeaux, autour d'autres universités. Il y a Bordeaux-Montagne, il y a Poitiers, il y a Limoges, il y a La Rochelle qui est la plus petite, et il y a l'université de Pau et Pays de la Dour. Il y a un certain nombre d'écoles. Il y a aussi 8 organismes de recherche qui sont présents en région. Voilà, donc ça fait un ensemble assez important, avec une couverture territoriale qui est assez inégale, et puis surtout des disparités de taille et d'importance entre établissements qui sont fortes, puisque l'université de Bordeaux, enfin Bordeaux Métropole, ce territoire à lui seul représente 50% des forces d'enseignement supérieur et de recherche, et les 50 autres pourcents sont dispersés sur l'ensemble du territoire. Voilà, avec 17 implantations universitaires au total. Voilà, donc ça donne un petit peu l'ampleur de la politique à mettre en place. Je voudrais aussi rappeler que, vous le savez déjà, mais
il y a deux lois importantes au cours des dernières années qui ont été passées, la loi MAPTAM et la loi NOTRe, qui ont réparti un petit peu les champs de compétences entre les collectivités et qui ont réaffirmé, en ce qui concerne les régions en tout cas, une compétence en matière d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Alors c'est une compétence particulière, c'est une compétence qui fait que nous pouvons engager des budgets vers les établissements d'enseignement supérieur de recherche. Ce n'est pas une compétence en matière de décision. Nous n'intervenons en aucune façon dans l'organisation directe, dans la validation, la structuration des universités, des laboratoires de recherche ou des écoles. Voilà. Ça, je pense que c'est important à le dire. Et dans le même temps, le législateur a confié aux régions le soin d'élaborer un schéma régional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation qui se veut quand même une feuille de route régionale en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Voilà. Et comme ça a été dit, et là je sors d'un atelier où c'était Nouvelle Alliance avec les territoires, et je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que les collectivités, quelles qu'elles soient, ont bien compris l'importance de l'enseignement supérieur et de la recherche et des universités autonomes, en particulier sur le développement territorial. Voilà. Et donc, toutes les collectivités aujourd'hui ont tendance à développer leur propre stratégie. À côté de la stratégie régionale, il y a des stratégies beaucoup plus locales, à l'échelle des métropoles, à l'échelle des agglomérations. J'ai même, moi, sur mon territoire régional, des départements qui développent aussi des schémas. Donc l'enjeu pour nous, collectivités, et l'enjeu pour les établissements, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est d'avoir une certaine compréhension de toute cette complexité. Voilà, et donc il va falloir l'organiser. Ça, je pense que c'est un point important. Voilà, donc c'est un petit peu les points que je voulais mentionner. Alors, en ce qui concerne nous, dans notre région, je vais un peu vous expliquer comment on fonctionne. L'objectif, c'est bien d'avoir une politique. C'est-à-dire, on n'est pas simplement là pour venir financer un certain nombre d'opérations. Bien entendu, les projets sont élaborés par les établissements d'enseignement supérieur, particulièrement par les universités, dans le cadre de leur autonomie, et nous venons les accompagner. Mais dans ce cadre-là, on essaye de faire espace régional. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que nous avons plusieurs universités, il y a d'autres établissements autour des universités, et on a un certain équilibre territorial à maintenir. Parce que nous ne sommes pas opérateurs de recherche, mais dans le cadre des missions qui sont les nôtres, il y en a deux qui sont fondamentales, et c'est la raison pour laquelle on s'investit fortement sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est que nous devons assurer le développement économique, et à ce titre-là, on doit faire en sorte d'organiser les acteurs et les territoires pour assurer toute la chaîne de valeur, depuis la production de connaissances, les résultats de la recherche, jusqu'à la mise sur le marché, avec tous les acteurs intermédiaires entre l'université et les entreprises, et puis assurer aussi un certain aménagement du territoire, parce qu'on ne peut pas surdévelopper, d'autant plus qu'il y a des effets métropolisation qui sont quand même relativement forts, et donc on doit s'assurer, alors c'est peut-être pas la fonction première d'une région, mais nous, en tout cas dans la politique que nous menons, on essaye de s'assurer que tous les sites universitaires, en tout cas pour sûr, tous les sièges d'université, quelle que soit la taille d'université, puissent se développer. Et on l'a entendu ce matin, Jean-Marc Monteil l'a bien signalé, nous travaillons avec chacune de nos universités pour essayer de comprendre avec elles quel est le projet qui va leur permettre de constituer des pôles d'excellence au meilleur niveau international, alors sur des spectres plus étroits quand c'est une petite université, mais on cherche à accompagner, à développer l'excellence sur tous nos territoires par l'intermédiaire de toutes nos universités. Et autour de ça, on s'efforce de mettre en œuvre ce qui fait la base de notre mission de collectivité en matière de développement économique, c'est de participer à l'organisation, à la structuration des écosystèmes d'innovation autour des pôles universitaires. Donc on va nécessairement, alors je mets Bordeaux Métropole à part, bien entendu, là il y a une force de frappe qui est extrêmement importante, mais on va vers de la spécialisation sur les différents sites universitaires. Alors spécialisation plus ou moins importante selon la taille de l'université, et donc nos écosystèmes d'innovation se constituent autour de ces domaines de spécialisation. Ça peut être la photonique laser à certains endroits, ça peut être énergie-environnement à d'autres, ça peut être chimie verte, ça peut même être aéronautique ailleurs. Voilà. Et donc on est très soucieux de cet équilibre-là. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec chacun des établissements. C'est la raison pour laquelle aussi, en tant que vice-président, je travaille avec mes homologues des départements et des agglos pour faire en sorte que leur schéma stratégique s'articule bien avec le nôtre. Ça ne veut pas dire que j'impose mon schéma régional, ça veut dire qu'on les a construits ensemble et que mon schéma régional, c'est aussi inspiré de ce qui se passait sur les territoires. Essayer de trouver ce bon équilibre. Voilà, ça je pense que c'est important.
Alors évidemment, tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Il faut créer des instances de concertation. Et dans ce cadre-là, nous avons créé avec mon président de région, Alain Rousset, une conférence régionale pour la recherche, l'enseignement supérieur et le transfert de technologies, où nous invitons régulièrement, alors c'est une instance extrêmement souple, tous les présidents d'universités, les représentants des organismes de recherche, les directeurs d'école, pour co-construire les dispositifs de financement et les politiques de la région. Voilà, donc voilà un petit peu pour on va dire la stratégie générale. Après, si vous le souhaitez, mais peut-être dans un deuxième temps, je pourrais vous expliquer tous les dispositifs d'accompagnement et de financement qu'on met en œuvre. Et le fait aussi que parmi tous ces dispositifs, nous avons développé la logique de projet structurant. Alors ça ressemble un peu à un PIA régional, hein, c'est-à-dire qu'on accompagne chaque université dans son développement important. Alors quand je dis son développement, hein, ça va jusqu'à une réorganisation interne. Je pense que là, toutes les universités de notre région sont en train de se réorganiser. Et là, évidemment, la région accompagne par des investissements qui peuvent être très importants, c'est du pluriannuel, sur évidemment des bâtiments, sur de l'équipement scientifique et puis tout un tas d'autres dispositifs. Merci beaucoup. Donc Gérard Blanchard le disait, il y a peut-être une complexité aussi maintenant au niveau des régions à travers les grandes métropoles, les départements, et la construction d'un schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche doit tenir compte aussi de cette complexité. Et donc Monsieur Baudot, peut-être sur la grande métropole, quelques... Alors, quelques mots. Donc, je suis le président de l'agglomération de Vannes, dans une région qui n'a pas changé de périmètre, et à 4 départements. Donc, c'est une petite région et une petite agglomération qui, au sein du département du Morbihan, avec l'agglomération de Lorient, porte l'université de Bretagne Sud. Voilà. Donc, c'est une université qui est sur 3 sites, mais essentiellement 2 sites. Évidemment, nous avons la compétence partagée avec la région. En fait, ce n'est pas encore complètement affiné. Voilà, c'est en cours d'élaboration. Mais en tout cas, l'université, l'UBS, dans laquelle nous sommes ici, a déjà commencé à mettre en place son autonomie. Alors, son autonomie, c'est sa complémentarité, sa réactivité, son contact au terrain avec le milieu économique et les collectivités. Donc nous sommes évidemment très proches, et déjà depuis plusieurs années, la collectivité s'est impliquée dans le devenir de l'UBS. Mon voisin de droite rappelait le souci qu'ont les collectivités maintenant de soutenir leur université, leur formation supérieure. À titre indicatif, l'immeuble dans lequel nous sommes ici a été financé par l'agglomération en grande partie. C'est le plus gros financeur après l'État. Donc une somme colossale à l'échelle de notre collectivité, qui a certes changé un petit peu de dimension, mais qui reste très modeste, c'est 170 000 habitants. Voilà, donc nous avons plutôt vu l'autonomie, le principe de l'autonomie d'un bon œil, en ce sens que c'était la proximité du terrain, la réactivité, la réponse aux besoins, et puis sans doute la nécessité de se spécialiser, en tout cas de jouer la complémentarité avec les autres universités du territoire, enfin régional. La grosse université en Bretagne, bien sûr, les 2 universités sont à Rennes, et puis il y a un deuxième pôle universitaire à Brest. Quand on regarde à une plus grande échelle, on voit que Rennes et Nantes sont très proches. Nantes est dans le Pays de Loire. Donc il est clair que pour une université qui est récente comme l'UBS, qui est de taille modeste, c'est un véritable enjeu pour exister. Je pense que les dirigeants de l'université qui se sont succédés ont compris qu'il fallait partager, et nous avons une très grande proximité de fonctionnement. C'est permanent, au même titre qu'il y a sur le territoire une grande proximité entre les collectivités et les entreprises. Nous avons sur le territoire de Vannes une quarantaine de réseaux d'entreprises extrêmement actifs et très proches aussi de l'université. Donc nous avons une habitude de travailler en commun. Mais il y a des inquiétudes. Autonomie ne veut pas dire non plus que l'université soit
abandonnée, entre guillemets, par les services de l'État. Et donc, nous sommes rassurés en ce sens qu'il y a cette proximité avec la région, qu'il nous faut sans doute aller plus loin. Nous avons, par exemple, suggéré, mais ça s'est fait assez naturellement avec le milieu de l'entreprise, des chercheurs et des entreprises, de développer la filière cyber, où nous avons mis, après avoir mis beaucoup d'argent ici, nous avons continué de mettre de l'argent non seulement en fonctionnement courant, mais aussi dans les investissements. Donc ça veut dire que l'intercommunalité est engagée dans un soutien stratégique, un soutien logistique, un soutien financier, d'une manière générale pour l'enseignement supérieur, mais plus particulièrement pour l'UBS, même si elle est éclatée sur 2 sites. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, en tout cas je suis prêt à répondre à d'autres questions. Donc peut-être quelques mots de la partie universitaire maintenant. Donc Mathieu Galou, peut-être tu indiques pourquoi tu voilà. es Alors, ici. oui, voilà, je suis pas, c'est pas dans le rôle du responsable du colloque de remplacer au pied levé les intervenants. Mais il se trouve que, hélas, Nathalie Sarabzol, présidente du conseil départemental du Finistère, a dû renoncer ce matin à nous rejoindre en raison d'un problème familial. Comme, enfin, à la fois, ça concerne le Finistère, et qu'en tant que président de l'UBO, je suis un peu concerné, et qu'ensuite, il s'agit de la question de sa présence concernait cette situation qui est aussi particulière aujourd'hui, qui est celle des départements depuis la loi NOTRe. Il m'a semblé malgré tout intéressant de maintenir ce côté-là. Je ne parle pas, je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas comme Gérard, je n'ai pas basculé dans la demi-journée entre la présidence de l'université et un rôle politique, hein, je vous rassure. Donc, je ne suis pas le porte-parole de la présidente du conseil départemental, mais dans la mesure où ça a beaucoup impliqué l'UBO, la construction du schéma de développement départemental, universitaire et scientifique, je me permets d'intervenir rapidement sans manger trop de temps si possible. Les intervenants précédents l'ont dit, les règles du jeu ont beaucoup changé. Alors en l'occurrence, c'est la loi NOTRe qui, en faisant sauter la clause de compétence générale pour les départements, a posé la question à tous les départements en France de savoir s'ils continuaient ou non à soutenir leur enseignement supérieur et en l'espèce leurs universités. Et on sait, dans le Morbihan par exemple, que tous les départements de France n'ont pas fait le même choix pour des tas de raisons, la principale étant la rareté des finances publiques aussi et l'augmentation des missions classiques, identitaires, on va dire, des départements. Par contre, il y avait cette option permise par la loi NOTRe qui est la création d'un schéma de développement départemental, universitaire et scientifique, qui permet au département de continuer à soutenir tout ça. Et dans le Finistère, en tout cas, le conseil départemental s'est lancé dans cette aventure. C'est pas le seul en Bretagne, hein, l'Ille-et-Vilaine aussi. S'est lancé dans cette aventure. Et moi, ce qui m'a semblé très intéressant en discutant avec le conseil départemental pour élaborer ce SDUS, c'est que c'est la confrontation de 2 autonomies dans la manière où je l'entends ici. C'est-à-dire que pour le département, ce n'est pas une compétence obligatoire. Ce n'est plus une compétence obligatoire. C'est une compétence réellement optionnelle. Ce qui veut dire que c'est un choix politique. Alors, bien évidemment, pour les autres collectivités, au premier rang desquelles la région, c'est une vraie mission aujourd'hui, chef de file de l'enseignement supérieur en territoire. Pour un département, c'est une option qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Mais si on la prend, ça veut dire qu'on y met des moyens qu'on ne met pas ailleurs. Et il faudra en rendre compte aux électeurs. Pour l'université, c'était aussi une autre manière de travailler. Pour l'université et les autres établissements concernés dans le Finistère, sachant qu'il y a, beaucoup d'entre vous peut-être l'ignorent, il y a 2 universités dans le Finistère, il y a l'Université de Bretagne occidentale et il y a Sorbonne Université. Petite université de province, comme chacun sait, qui a une station biologique historique, première implantation universitaire dans le Finistère, à Roscoff, et qui est impliquée dans le schéma de développement. Donc le Finistère est à la Curif, de ce point de vue-là. Je dis ça pour ça parce que ce qu'il fallait construire, c'était justement comment les choix universitaires, les priorités de l'université et celles du département allaient se rejoindre. Parce que
le département n'allait pas d'un seul coup dire bon allez, au passage on va donner un peu d'argent comme ça en mode saupoudrage ou pour soutenir, etc. Il fallait que ça rentre dans ces politiques. Mais du coup, il fallait que pour nous aussi, ça résonne avec nos choix politiques. Si le département avait choisi de financer, alors c'est à peu près 600 000 € par an que ça représente, ce qui n'est pas rien quand même, quelque chose qui n'est pas du tout dans la stratégie de l'UBO, ça aurait fait problème. Est-ce qu'il serait seul financeur? Alors, je ne sais pas, une lubie finistérienne, on se met à se faire de l'alpinisme, enfin, des choses comme ça, à piquer des sujets à Denis Varinchin. Bon, nous, on n'aurait pas suivi. Bon, ils n'ont pas fait. Donc, comment on construit une convergence entre deux formes de politique? Et comment on construit aussi l'évaluation de cette convergence? Le choix a été fait d'orienter, aujourd'hui, aussi bien en formation qu'en recherche, et dans l'ensemble des volets de l'activité universitaire, tout cela sur la thématique des solidarités et de la continuité territoriale. Dans le Finistère, l'UBO, c'est 3 implantations majoritaires, Brest, Quimper, Morlaix. Comment on continue à poser la question des sites secondaires, certains disent délocalisés ou autres, comment on assure la continuité territoriale et l'accès, justement, dans le cadre de la solidarité, au maximum de Finistériens à tout ça. Et j'ai rencontré aussi une problématique que, alors, je pense qu'elle est très diversement, mais ce sont les autres établissements qui le diront, très diversement vécue selon le caractère géographique de son université. Très rapidement, moi, la présidente Nathalie Sarabzol m'a dit, et le maire de Brest d'ailleurs m'avait dit la même chose, les élus urbains du conseil départemental sont déjà convaincus. Ils connaissent très bien l'UBO, ils savent ce que c'est. Le travail sera relativement facile, à Brest, à Quimper, à Morlaix. Mais les élus ruraux, qui, dans un conseil départemental comme celui du Finistère, constituent quand même une part importante, ils ne savent pas ce que c'est vraiment que l'université, ils ont l'impression que c'est loin, ils ne savent pas vraiment combien d'étudiants, etc. Ils ont un BTS peut-être très proche, mais ils ne voient pas bien ce que c'est. Et comment on arrive à impliquer tout un territoire, à la fois urbain, rural, insulaire même dans le Finistère, à une démarche universitaire? Comment on explique qu'une université, ça doit être à la fois du local et de l'international et du mondial? Et que quand on mise sur de la recherche à l'université, il n'y a pas forcément un retour immédiat sur le territoire, mais il y a malgré tout cette dynamique et ces choses-là. C'est un pari extrêmement important et qu'il est impossible de mener, je crois, sans les leviers de l'autonomie, sans cette capacité à discuter sur la convergence des priorités de chacun. Et c'est ce travail qu'on a mené pendant des années, qui fait au passage que l'UBO, on est assez fiers, le schéma départemental reprend trait pour trait les axes scientifiques dégagés par l'UBO, alors même que nous avons plusieurs écoles d'ingénieurs, alors même que nous avons Sorbonne Université, etc. Mais ce sont ceux de l'UBO qui ont été repris, et qu'on a construit ainsi cette convergence. Chacun en sera ensuite responsable devant ses électeurs, en fonction de ses choix, en fonction des moyens que nous avons consacrés à cette convergence. Mais je pense que c'est une bonne illustration, qui est évidemment pas, en termes de moyens et de globalité, c'est pas absolument décisif, mais c'est assez significatif de ces leviers que l'autonomie permet. Autonomie des collectivités territoriales d'un côté, dans leurs décisions et leurs responsabilités, et autonomie des établissements comme des universités. Merci beaucoup. Donc, Olivier, peut-être sur la part effectivement des régions, des départements de la grande métropole sur les universités en termes d'autonomie, mais également, je dirais, d'apport de liens avec le milieu socio-économique et de liens financiers aussi, puisque budgétairement, c'est un point qui devient important de façon variable pour les régions. Ça dépend un petit peu, effectivement, le tissu enseignement supérieur et recherche dans la région. Et comme le disait Gérard, comment en fait on arrive à donner de façon équivalente à l'ensemble des établissements. Mais voilà, ton regard, toi, sur ce point. Écoute, merci Christine. Beaucoup de questions. J'ai repris le titre des universités autonomes en lien avec les collectivités territoriales. Et j'avais idée de développer un certain nombre de points. Et je pense que si on veut se comprendre, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Donc j'ai relevé 4 points qui pourraient être le regard d'une collectivité. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de grand territoire sans grande université. Et inversement. Première conviction, peut-être des rares exceptions, mais je pense que c'est partagé aujourd'hui. Ce qui n'est peut-être pas si ancien. Deuxièmement, si je suis une collectivité, je mesure à quel point
une université est un acteur des politiques publiques. Je prends un exemple. J'ai une petite université au sud de la Bretagne. Il n'y a pas de polémique sur la non-fusion des régions. Quoique, nous avons décidé, je parle concrètement, de mettre dans un nouveau centre-ville, sur des friches industrielles, 10 000 étudiants à l'horizon 2026. Nous avons décidé. Ce n'est pas une décision de l'université, ce n'est pas une décision de la métropole, c'est une décision conjointe. Mettre 10 000 étudiants dans un métacentre, c'est une vraie décision de politique publique. Donc on l'affirme, l'université est un acteur des politiques publiques à part entière et non pas entièrement à part. Troisième regard que j'imagine pour une collectivité, ça va répondre un petit peu plus à la question, le développement du territoire. J'enfonce une porte ouverte, économique, il y a des très belles études qui ont été faites au niveau européen par la LERU, à Brest, à Rennes, si je reste ici sur l'impact économique de la vie estudiantine au sens large. Ça crée de l'emploi, c'est un élément d'attractivité. Je prends un exemple simple, multiplication par 2 du budget de la métropole à la dernière mandature, abondement du label ICIT par la métropole et par la région. L'avantage de la cohabitation, c'est qu'on permet de jouer sur l'un et sur l'autre et qu'il y a un challenge de manière à pouvoir abonder nos projets. Donc ce sont des choses qui sont concrètes, qui font qu'il y a un véritable accompagnement du développement. Et puis quatrième point, qui est peut-être plus prosaïque, une université, c'est un certain nombre de votants. C'est peut-être tout simple, mais j'ai l'habitude de dire que l'université de Nantes, c'est... Dans la ville, c'est Vannes dans Nantes. 51 000 personnes concernées tous les jours dans la ville. Et ça a du poids. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de le dire. Et pour les yeux d'une collectivité, c'est aussi important d'avoir des administrés qui votent quand même de temps en temps. Donc là-dessus, quels sont les leviers? Les leviers, il y en a plusieurs. Ils ont été cités. Je ne vais pas tous les prendre. Le premier, c'est une contractualisation avec une collectivité, avec une métropole, avec une région, peut-être avec un département également, un contrat pluriannuel sur plusieurs années. Par exemple, concernant mon université, pour le patrimoine, c'est 3% du budget et c'est 40% des investissements. Ce n'est pas neutre. Le schéma, je n'y reviens pas. Et puis, le patrimoine. Je pense que c'est la meilleure illustration de ce que disait, peut-être la meilleure illustration, pardon, de ce que disait Mathieu tout à l'heure. C'est-à-dire ce paradoxe qui indique que l'autonomie signifie qu'on est capable de travailler seul, alors qu'en même temps, l'autonomie signifie beaucoup plus, dans le sujet qui nous intéresse, de pouvoir travailler en collectif. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement évident si on prend le patrimoine, la question de la dévolution, la question de la gestion de la transition énergétique, la question de la valorisation du patrimoine. C'est un sujet fondamental au sein d'un territoire. Si nous sommes en capacité, je ne dis pas face à une collectivité, avec une collectivité de se dire nous allons switcher un bâtiment parce que celui-ci permet d'avoir à proximité pour la métropole par exemple, telle lisibilité près de la gare ou ce que l'on veut. Nous en revanche on peut faire du tertiaire ou des bibliothèques plus près de nos laboratoires de sciences de l'autre côté. À partir du moment où on a la pleine gestion de notre patrimoine, c'est quelque chose qui s'entend parfaitement. Donc cet exemple du patrimoine, qu'on choisit ou pas, et il faut voir les conditions dans lesquelles on peut le faire, est peut-être pour moi l'un des meilleurs exemples de cette capacité à être autonome réciproquement pour développer le territoire. Donc voilà les quelques points au-delà de cette responsabilité de développer sur les aspects socio-économiques, associatifs, culturels, etc., etc. Je n'ai pas été trop long? Non. Bien, ça, je pense qu'on va s'arrêter là, mais plutôt être dans un échange avec la salle. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais commencer peut-être. Alors ah ben voilà, c'est parfait. Allez-y.
Merci pour ces différents éléments. En fait, je serais intéressée, Gérard, à ce que tu puisses développer ce que tu appelles cet écosystème régional qui se développe autour des projets et des établissements, et comment vous travaillez main dans la main avec les différentes collectivités et l'université. Oui, alors en fait on travaille à deux échelles. Il y a une première échelle qui est celle de l'université, de son lieu d'implantation. Donc là, on travaille directement avec les présidents. Il y en a quelques-uns ici, là, dans la salle. Peut-être qu'ils me contrediront, mais non, on travaille directement avec les présidents et leurs équipes autour d'un projet. Donc en réalité, alors ce qui est important de dire, parce que tu l'as souligné, Mathieu, mais moi, ce qui m'a un peu surpris agréablement quand je suis passé de l'université, enfin, je suis toujours à l'université, mais responsable universitaire à élu, c'est que finalement, il y a une convergence assez naturelle qui se fait sur ce qu'il faut faire sur un site. Voilà, parce qu'on est tous dans des démarches stratégiques, donc il y a de belles études qui sont faites, les points forts, les points faibles, les risques, les opportunités, et tout le monde construit autour de ça. Donc il est assez facile, finalement, de se mettre d'accord, à commencer évidemment par l'université qui porte le projet, de dire voilà, nous, alors après ça dépend de la taille des universités bien entendu, mais on pense qu'on va gagner en visibilité, ou on demande à renforcer tel pôle de visibilité au niveau national et international sur tel domaine. Voilà, donc là on se met d'accord là-dessus et on travaille avec les autres collectivités qui souhaitent s'impliquer en général. Alors c'est pas vrai sur tous les sites, hein, parce que les transferts de compétences ou la compétence enseignement supérieur recherche n'a pas été prise non plus par toutes les agglos, presque toutes en ce qui nous concerne, mais pas encore tout à fait toutes. Et à ce moment-là, si l'agglo l'a prise, eh bien on se met d'accord sur la façon d'accompagner l'université. Et là, l'idée c'est de développer le projet, c'est de le financer, cofinancer. Alors ça peut se faire soit déjà avec des éléments de CPER, soit complètement en dehors du CPER, hein, sur des financements propres. Parfois la région y va seule, sur des gros projets, je tiens aussi à le dire. Et on veut faire en sorte, avec l'accord et parfois même avec la demande de nos partenaires universitaires, de construire autour de l'université un écosystème d'innovation. Il y a souvent des centres de transfert de technologie. Il y a souvent des pépinières d'entreprises. Il y a généralement dans les agglos des technopoles qui ont été mises en place et qui rassemblent aussi tous les acteurs de l'écosystème. Donc on trouve généralement sur place les interlocuteurs qui sont déjà organisés pour ça et avec lesquels on peut travailler. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par écosystème d'innovation. Alors la nouveauté, c'est que contrairement à ce qui a pu être fait au niveau national avec des implantations régionales et thématiques sur les pôles de compétitivité, on n'est pas en train d'essayer de voir comment trouver auprès des acteurs universitaires des réponses aux besoins des grandes filières stratégiques nationales. Là, nous, notre démarche, elle est un peu inverse. Ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas, hein, mais on est en train d'essayer de voir quel pôle d'excellence à tel endroit de la région universitaire et autour duquel on peut organiser l'écosystème. Voilà. Et assez naturellement, on voit bien que les centres de transfert sont généralement dans le même domaine où il y a une force universitaire dans la région. Donc on n'a pas un gros travail de modification à faire. C'est de la structuration, c'est de la mise en contact, parce qu'il est assez surprenant de voir que sur un même territoire, on a tous les acteurs de l'écosystème et ils ne fonctionnent pas ensemble. Donc notre rôle à nous, on considère, et avec l'université, et je pense que là le lien, il est, me semble-t-il, très fort entre les universités et la région, et naturellement les autres acteurs, y compris les écoles, viennent se positionner. Et donc là, honnêtement, en faisant ce travail-là, l'université est vraiment le centre presque décisionnel avec nous, et vraiment un acteur économique du territoire, tout en remplissant sa mission fondamentale, évidemment, de recherche au meilleur niveau international et d'accès à l'enseignement supérieur. Et après, évidemment, ce qui est important pour nous, quand c'est possible, et là je dois dire que dans ma région on a eu de la chance, les pôles d'excellence qui se spécialisent, ce n'est pas les mêmes selon les universités. Voilà, ça c'est une grande chance. Ce qui fait qu'on peut en même temps, j'entendais, je suis d'accord avec l'idée, un grand territoire, une grande université. La grande université, ça peut être un bon réseau d'universités où il y a des grandes et des moins grandes. Voilà. Enfin, je tiens aussi à être clair là-dessus. Donc un vrai réseau, une vraie structure universitaire forte qui permet d'alimenter justement ce développement économique. Donc on a ces deux échelles, locale et puis régionale, où au niveau régional, vous le savez, notre grande compétence, c'est quand même le développement économique. Là, on a tout un arsenal de dispositifs pour accompagner à la valorisation, au transfert de technologie, à l'accompagnement des startups et leur montée en puissance. Je réponds à ta question. Ouais.
Moi, j'avais une question sur ce qui a été déjà évoqué ce matin, c'est la place de l'État dans les territoires, qui n'a pas été évoquée lors de cette table ronde. Il y a bien sûr la question des préfets, mais ce qui est évoqué en ce moment, c'est l'évolution des rectorats et de la place de recteurs en charge de l'enseignement supérieur. Je voulais avoir le point de vue voilà, des acteurs locaux sur cette évolution et voilà, l'intérêt d'avoir un intermédiaire entre l'État, l'université et les collectivités territoriales. Bah, si tu me poses la question, je vais être un peu brutal. Intermédiaire, je n'en vois pas tout de suite la nécessité, même si je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une régulation nationale. Moi, aujourd'hui, mon interlocuteur, c'est beaucoup plus le D2RT que le recteur. Bon, le recteur, il intervient en particulier ses services sur les projets CPER, essentiellement. Il y a un petit peu de Bac-3, Bac+3, mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui fait la stratégie véritablement de l'université. Par contre, avec le D2RT, oui, il y a des interactions assez fortes, notamment par rapport aux questions de valorisation et de développement économique. Oui, moi, pour rebondir ou prolonger le... Ah, pardon, vous vouliez rebondir sur la même question. La question ne s'adressait pas qu'à moi, je pense. Oui, Monsieur le Président, c'est une excellente question qui nous interroge aussi beaucoup. D'autant plus que la politique régionale n'est pas totalement affinée puisque les départements eux-mêmes ont des positions distinctes. Vous parliez tout à l'heure du département du Finistère, le Morbihan par exemple, n'a pas fait le choix facultatif certes, mais de soutenir l'université. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que les agglomérations, les deux agglomérations, sont sollicitées. Mais l'une répond, l'autre ne répond pas sur la même université. Et donc la question se pose de savoir qui décide de quoi. Ah, effectivement, pour moi, c'est encore très flou au niveau de notre agglomération. Qui décide de quoi et qui finance. C'est un souci. Nous avions, je ne réponds pas directement à la question, mais les élus du territoire se sont interrogés sur l'impact d'une université dans son fonctionnement, dans son économie. Et nous avons donc cofinancé une étude pour mesurer l'impact qu'avait une université de moins de 10 000 élèves sur le territoire. C'était fabuleux comme apport. Et donc, fort de cela, nous montons vers la région, fort des éléments perçus, en disant il faut jouer la complémentarité, il faut jouer l'harmonie, il faut jouer la rapidité. Et à aujourd'hui, je dois reconnaître qu'il y a une grande université ou deux grandes universités à Rennes, une de moyenne taille à Brest, et puis il y a une petite éclatée. Comment définir une politique universitaire de haut niveau, performante, sur un territoire qui certes n'avait pas changé, donc à la différence d'autres régionales, j'entends, à la différence d'autres régions, mais ça n'a pas suffi pour se mettre bien d'accord. Donc moi j'attends, nous sommes prêts, nous mobilisons, le département par exemple du Morbihan a coupé court à ses subventions, c'est 450 000 €, en disant c'est plus mes compétences. On l'interroge, dit je ne suis pas concerné. C'est pas ma compétence, je ne suis pas concerné. Ben regardez-vous, quoi. Donc, est-ce que la région supporte un département sans les autres? Pour faire quoi? Enfin, vraiment, actuellement, on a de quoi s'interroger. Moi, j'ai pas de solution et je tire la sonnette d'alarme. Oui, si. Oui. Moi, je voulais revenir sur certains éléments énoncés antérieurement et puis prolonger la question sur ce qui m'apparaît comme un peu un paradoxe, même si tout paradoxe est intéressant, c'est que d'un côté, enfin on a tous vécu ça, je parle depuis une université d'art, lettres et langues, sciences humaines et sociales, où le dialogue avec les collectivités territoriales est à la fois passionnant parce qu'il nous oblige à nous déporter, à nous déplacer, à nous dépasser peut-être aussi quelquefois, pour trouver des formules, pour rentrer dans des logiques qui sont celles qui sont liées à la compétitivité des territoires et dans lesquelles les choses ne se sont
pas tout à fait naturelles, en tout cas pour nous, ou pas directes, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt stimulant. Mais on sait aussi que c'est un énorme effort qui porte peu ses fruits si on compare avec des disciplines pour lesquelles l'articulation avec les pôles de compétitivité, par exemple, ou les intérêts locaux, disons, du point de vue économique, sont plus évidents. Donc j'avais une question qui était comment, je vois bien comment nous on se pose la question du point de vue des universités, en tout cas du point de vue de la mienne, mais comment est-ce que d'un point de vue politique et depuis les espaces dans lesquels vous vous situez respectivement en tant que responsable politique, vous vous posez cette question-là, c'est-à-dire d'une part sur une sorte d'intérêt porté vers des disciplines qui a priori ne sont pas directement liées ou apparemment pas directement liées avec les domaines qui sont liés avec les économies qui sont sur vos territoires, d'une part, et d'autre part, comment vous conciliez cette réflexion-là ou cette politique-là avec une autre politique qui est celle, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'accès à tous à l'enseignement supérieur. On a, juste pour ajouter un élément, on sait combien les collectivités locales investissent dans les sites en région, au-delà du pôle central, universitaire central. Ça coûte beaucoup d'argent aux collectivités et on les en remercie. Parce que du point de vue patrimonial, ne serait-ce que ça, il y a vraiment un effort qui est fait. Donc on voit d'un côté qu'il y a un effort qui est fait pour aller chercher, donner de bonnes conditions d'études à des étudiants où qu'ils se situent sur le territoire. Et par ailleurs, on voit une logique qui est une logique de spécialisation qui exclut en quelque sorte un certain nombre de domaines et donc de futurs étudiants. Donc comment est-ce que vous réfléchissez à cette question depuis là où vous êtes et aidez-nous aussi à le penser en nous livrant la manière dont vous le pensez vous. Merci. Merci pour cette question et ce commentaire. Je pense qu'on peut les concilier assez facilement. Alors, j'ai la chance d'être universitaire et d'avoir été président d'université, d'une petite université où il y a mon successeur qui est là, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais où la question vraiment se pose, c'est-à-dire comment faire en sorte de concilier deux missions qui, de prime abord, peuvent paraître opposés. En réalité, ça n'est pas le cas, puisque dans les cycles, il y a le premier cycle et il y a le deuxième cycle, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que le niveau licence, pour nous, évidemment, doit permettre l'accès à l'enseignement supérieur de la manière la plus large possible. Et dans la politique que nous mettons en place, et je pense auprès des établissements d'enseignement supérieur, on fait en sorte d'accompagner, quand on est sollicité, pour que tous les sites universitaires puissent continuer à se développer. Ça, je pense que c'est important. Après, évidemment, nous ne sommes pas région en charge de l'offre de formation, mais quand on est sollicité, évidemment, on intervient pour aider au financement d'un certain nombre d'opérations. Ensuite, c'est un petit peu, c'est à l'étage des masters, à l'étage du doctorat, avec l'émergence des EUR, où là, effectivement, il y a une forme de spécialisation. Alors, quand on dit spécialisation, du point de vue de la région, en tout cas, l'idée, c'est pas dire vous devez faire que. D'abord, ça ne nous regarde pas, on n'a pas à le dire, c'est pas notre compétence. C'est d'abord celle de l'université qui est autonome, éventuellement l'État peut questionner. Mais c'est peut-être de gagner de la visibilité sur un certain nombre de filières qui vont tirer un petit peu l'ensemble, tout en maintenant d'autres formations à côté. Donc moi je pense que c'est pas du tout complémentaire. Et puis je pense que derrière la question c'est quid des SHS. Voilà, je pense que nous mettons en place, enfin là c'est pareil, je prends un témoin, les collègues présidents qui sont dans la salle et qui ont des composantes SHS importantes dans leur université. Là évidemment on attend aussi d'avoir des projets de la part des universités, mais nous faisons en sorte de les accompagner aussi bien sur la partie recherche que sur la partie formation, voire même sur la partie transfert quand des projets sont en train, je vois Yves qui opine de la tête parce qu'effectivement l'université de Poitiers a des projets assez innovants en la matière. Et après on a développé un certain nombre de dispositifs qui font que tous les domaines scientifiques sont accompagnés. On vient de créer par exemple des dispositifs qui sont des réseaux régionaux de recherche où l'idée c'est de rassembler tous les chercheurs sur une thématique donnée qui a une dimension sociétale forte. Et alors ça peut être des sujets technologiques, mais avec la dimension sciences humaines et sociales, ou ça peut être des sujets purement sciences humaines et sociales. Je pense en particulier à la francophonie et à d'autres sujets qu'on soutient comme ça au niveau de la région. Voilà, donc c'est tout à fait conciliable, mais bien entendu, ça ne doit pas se faire par une politique qui est décrétée par la région de son côté. La région décide de s'impliquer auprès des universités et des écoles aussi, et ça se fait dans la concertation, dans la discussion. Et donc nous, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'un établissement vient nous voir avec un projet, une stratégie, on prend le temps de discuter, on l'élabore et ça se construit
à travers des dispositifs récurrents, à travers des projets pluriannuels d'investissement. Voilà. En tout cas, on accompagne tous les établissements. Dans nos universités, il y a des composantes SHS. Il y a Bordeaux-Montaigne qui est purement SHS aussi. Avec cette université, on travaille aussi fortement. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Jean-Marc Monteil qui souhaiterait rebondir sur la question de Gilles Roussel. Oui, ce matin et cet après-midi, on a abordé la place des recteurs, dont on a souhaité qu'elle soit implicitement, en tout cas, faible. Alors moi je voudrais poser plusieurs questions. D'abord, sur les territoires, que ce soit au niveau régional ou au niveau départemental, les élus ont un dialogue quasi permanent avec les préfets sur de très nombreux sujets. Si dans le même temps, seuls les présidents ont un dialogue avec les élus, le président de région, le président de département, le président d'une métropole, le maire d'une ville, qui devient le seul interlocuteur de l'État avec les collectivités? Le préfet. Or, autant que je sache, en dépit de la responsabilité naturelle du préfet sur les collectivités, sa compétence dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'existe pas. Le recteur a une responsabilité propre, inaliénable à celle du préfet. Alors moi, je crois profondément que dans la situation dans laquelle on est, la place du recteur est essentielle. Je ne vais pas dire ça parce que j'ai été recteur, mais tout simplement, ça dépend comment on conçoit le travail rectoral à l'échelle d'un département ou d'une académie ou d'une région. Si le travail se fait en concertation permanente avec les présidents d'université, les présidents d'université ne peuvent pas porter de manière systématique tous les projets qu'ils élaborent avec toutes les collectivités. Ils vont passer leur vie à faire ça. Par ailleurs, cette relation avec les collectivités, c'est une relation qui se termine le plus souvent au niveau de l'État. Si dès lors le recteur n'a pas un travail très étroit avec les présidents d'université sur leur politique, sur leurs projets, sur qui porte la discussion avec l'État? Le préfet de région. Et la discussion qui avait lieu récemment pour savoir s'il fallait autant de préfets de région, enfin de recteurs qu'autant de préfets de région, c'était bien ça, la discussion, sur le contrat de plan État-région, évidemment, mais aussi au-delà, sur, entre guillemets, les politiques de site, même si elles sont en train de se configurer autrement avec la loi qui autorise maintenant aux établissements à s'organiser comme ils le veulent. Je crois qu'il est absolument indispensable que les présidents d'université, dans le cadre de leur autonomie, dans le cadre de dialogue singulier qu'ils peuvent avoir avec les collectivités territoriales, puissent bénéficier, de même que les collectivités territoriales, d'un relais avec l'État et dont il a naturellement une responsabilité qui est celle du recteur, comme recteur et vice-chancelier. N'oublions jamais que le recteur est en relation permanente avec les maires parce qu'il est responsable de l'école élémentaire, via CEDAZEN, avec les départements parce que les départements sont responsables des collèges, et avec la région parce que les régions sont responsables des lycées. Et dès lors, il y a là un interlocuteur naturel de l'État pour les présidents d'université, lesquels n'aliéneront pas leur indépendance au recteur, mais peuvent simplement trouver un facilitateur pour essayer d'organiser convenablement les sites, parce qu'il peut discuter avec toutes les collectivités territoriales. Et moi, je peux vous dire, tu vois, je connais bien l'Académie de Bordeaux, je peux te dire que si la région n'avait pas eu le recteur pour discuter avec les Basques et en même temps discuter avec les gens de la Dordogne, je ne suis pas sûr que la politique de la région aurait pu être développée convenablement et que les universités concernées auraient pu s'en sortir de la création de l'université d'Agen, qui était une création un peu particulière et qui était un handicap extrêmement important pour les universités de Bordeaux et également pour les universités de Toulouse. Simplement, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a besoin d'un intercesseur, facilitateur, interlocuteur naturel de l'État. Alors après, vous avez le coefficient personnel des gens, évidemment, qui font que ça marche plus ou moins bien. Mais je trouve qu'il ne faut pas écarter d'un revers de main cette idée. Moi, je comprends très bien mes collègues présidents qui disent « Oh, le recteur, en gros, c'est pas très important. » Il faut simplement qu'il soit universitaire, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Je peux réagir... Un droit de réponse d'Yvon Berland, ouais. ou un élément de débat, pas un droit de réponse. La présentation que tu fais, elle est très formelle, elle est juste dans le mode de fonctionnement actuel de l'État sur les territoires. Dans la réalité, en tout cas l'expérience qui est la mienne, qu'a été la mienne, aussi bien en tant que président d'université qu'aujourd'hui en tant que vice-président de région, le recteur est très peu présent sur le terrain.
Voilà, donc c'est vrai que probablement que la personnalité joue beaucoup, et j'en ai vu passer déjà quelques-uns et quelques-unes en 3 ans sur l'ensemble des 3 académies. Effectivement, la personnalité est déterminante. Mais aujourd'hui, force est de constater que dans tous les projets importants, je dis bien des projets importants. Moi, quand je vous dis qu'on fait un gros projet, c'est des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros par site universitaire. Eh bien, la région, les autres collectivités, les présidents d'université, c'est les présidents d'université qui sont à la manœuvre. Enfin, moi, je l'ai longtemps défendu quand j'étais à la CPU. Le président d'université doit être au centre de ce qui se passe sur un territoire. C'est réellement ce qui se passe. Enfin, il me semble, après, moi, vous pouvez en parler avec mes collègues, mais on se focalise autour du projet de l'université. Après, on discute, parce que nous aussi, on a peut-être quelques attentes, notamment par rapport aux missions qui sont les nôtres. Mais voilà. Mais depuis 3 ans que je suis à la manœuvre, aussi, avec les présidents d'université, le recteur n'est jamais là. Et voilà. Ben, peut-être, hélas, mais je pense que la relation... Alors là, moi, c'est un sujet sur lequel je suis un peu comme mon président de région, un peu décentralisateur. Tu l'as connu. Je pense que la relation de l'État et de la région en territoire, elle doit être repensée aujourd'hui, sérieusement repensée. Voilà. C'est pas pour rien si j'ai créé la conférence régionale pour la recherche, enseignement supérieur et la recherche de la technologie. D'ailleurs, le D2RT, le recteur en font partie. Le recteur n'y a jamais mis les pieds depuis que nous l'avons lancé. Le D2RT est là, lui, par contre. Voilà. Donc on sent quand même que l'État en territoire est très présent sur tout ce qui est valorisation, transfert et de technologie. Par contre, sur la partie la plus formelle, alors il est présent sur la partie scolaire, ça j'ai rien à dire. Mais sur la partie enseignement supérieur, là, honnêtement, je pense qu'il y a un vrai espace de réflexion à reconstruire la relation de l'État avec les collectivités. Oui, Jean-Marc, moi ça dépend des personnalités. J'ai eu beaucoup de recteurs, dont toi, et tout s'est toujours très bien passé avec les recteurs. Mais là, ce dont on parle, c'est un deuxième recteur. C'est un deuxième recteur. Alors, à juste titre, tu évoques la relation de l'État avec les présidents et les collectivités. Mais ça va être lequel de recteur? Ça va être le recteur ou le recteur? Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, effectivement, après, ça dépend des recteurs. Certains sont très présents lors des CPER, lors des grandes décisions. Et moi, je n'ai pas à me plaindre de ce fonctionnement. Mais là, ce qui est dit, c'est qu'on va mettre un recteur qui va s'occuper spécifiquement de l'enseignement supérieur de la recherche. Mais il y a l'autre recteur aussi. Alors, c'est lequel, l'intermédiaire? Ça ne peut pas marcher, ça. Ça ne peut pas marcher. On va peut-être vous... Et puis après, je coupe. Non, mais juste, je pense que, enfin, dans les interventions qui viennent d'avoir lieu là, et je pense que je comprends pourquoi Jean-Marc Monteil dit ça, mais d'une certaine façon, il y a quand même 2 choses. Un, probablement quand même la taille des universités ou des regroupements, etc., pèse lourdement dans la question de savoir quel va être le rôle du recteur ou pas le rôle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur les différents niveaux stratégiques. C'est pour ça que Gérard évoque finalement le fait que sur des projets de cette taille-là, si les présidents d'université ne sont pas à la manœuvre, mais qui va l'être? Et troisièmement, moi je suis assez d'accord, en fait, quand on compare aujourd'hui le rôle, et moi j'ai toujours eu de très très bonnes relations aussi avec les recteurs successifs dans l'Académie de Grenoble, mais globalement, quand on compare le rôle du DESRT et du recteur, c'est intéressant parce que je rappelle quand même, et ce qui est aussi dans la remarque de Yvon, qu'on parle de modifier quelque chose, c'est-à-dire de finalement mettre le D2RT avec une dépendance du recteur. Donc interrogeons-nous sur les différents niveaux de stratégie de l'État et aussi sur le fait que l'autonomie des universités, c'est aussi la capacité à avoir un dialogue stratégique direct avec les collectivités, parce que si ce n'est pas le cas, on a un vrai problème. Très bien, on va peut-être terminer, puisqu'on est contraint par l'heure sur cette question, et puis vous échangerez en one-to-one dans les couloirs sur ce sujet. Bien, voilà. Merci bien, beaucoup. alors, bon, nous avons